Analyse de la pleine lune du 11 juin 2025 à 9h43, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration astrologique. Cette fois, la direction de la pleine lune en Sagittaire, une lunaison qui vise haut, mais pas sans nous rappeler au passage tout ce qu'il faut quitter pour espérer toucher ce plus grand dont on rêve tous. Le soleil est ici en Gémeaux, la lune en face cherche du sens, mais au-dessus de cette quête de clarté, le ciel, lui, il tangue. Jupiter vient d'entrer en Cancer, pile au moment où les tensions montent. Carré à Saturne, carré à Neptune, Vénus carré Pluton, et ajoutez à cela Mars au carré d'Uranus, et vous obtenez un cocktail aussi instable qu'explosif. Alors oui, cette pleine lune questionne notre foi, notre appartenance, notre capacité à croire encore à quelque chose dans un monde qui vacille totalement, mais elle pourrait bien aussi ouvrir une brèche, pas une fuite, une vraie brèche, vers plus de lucidité, de responsabilité et d'élan juste. Alors, si vous sentez que ça secoue, que ça pousse, que ça frotte, eh bien restez avec moi pour plonger à nouveau ensemble dans cette pleine lumière un peu brutale, un peu sublime, et comme toujours, pour phare premier, le degré Sabian. Allez, c'est parti. La pleine lune se trouve sur le 20e degré 39 du Sagittaire. Son degré Sabian nous dit un enfant et un chien avec des lunettes sur le nez. La dominante est l'imagination et la simulation qui servent à anticiper les stades supérieurs de notre développement. Alors oui, dit comme ça, on imagine presque une carte postale rigolote ou un filtre Instagram un peu kitsch. Et pourtant, derrière cette image en apparence naïve, se cache une proposition symbolique bien plus fine. Et même si l'on tend l'oreille, comme un avertissement d'une brûlante actualité. Et c'est là que ça devient intéressant. En réalité, ce degré nous met face à une vérité que peu veulent entendre. On grandit souvent en mimant quelque chose qu'on ne comprend pas encore tout à fait. On imite un geste, un ton, une posture, une façon de penser, et à force de jouer à comme si, à force de faire comme si on savait, on peut commencer à savoir vraiment. L'imitation, loin d'être un mensonge, est parfois une porte. C'est le passage étroit entre l'ignorance et la conscience. C'est comme ça que l'enfant apprend à marcher, que l'artiste apprend à créer, que l'humain apprend à devenir un peu plus grand que lui-même, c'est-à-dire par imprégnation, par mimétisme, par tentative parfois bancale de rejoindre un état supérieur qui n'est pas encore totalement sien. Et quelque part, ça c'est noble. Mais cette imitation, elle peut aussi se retourner contre nous. Elle peut devenir un costume trop bien taillé. Donc elle peut faire illusion au point de nous piéger dans ce que l'on feint d'être. Et là, ça se complique. Parce que l'histoire des lunettes sans verre, c'est pas seulement celle d'un apprentissage. C'est aussi celle d'un mensonge social. Alors qu'en est-il ? Eh bien, porter les signes extérieurs du savoir sans en avoir la substance. Parler en expert, penser en slogan, répéter les mots d'un autre avec l'air de celui qui sait. C'est tout l'art de la simulation creuse. Et là, forcément, on quitte le terrain de la croissance intérieure pour entrer dans celui de la manipulation, ou de la duperie selon les cas. Et n'est-ce pas précisément ce que l'on observe aujourd'hui, autant sur le plan collectif qu'individuel ? Des figures d'autorité qui singent la sagesse sans jamais l'avoir intégrée, des discours officiels qui jouent au sérieux, enfilant des lunettes idéologiques sans jamais regarder la réalité, des figures publiques qui parlent d'avenir en récitant des dogmes morts, des gourous du changement qui vendent du néant maquillé. Et nous, parfois, on peut jouer aux adultes éveillés tout en restant englués dans nos peurs de base. Alors, ce que cette pleine lune vient mettre en lumière, c'est précisément cette frontière-là. Quand est-ce que l'imitation élève et quand est-ce qu'elle nous fige ? Quand est-ce qu'on simule pour apprendre et quand est-ce qu'on simule pour fuir ? Alors sur le plan collectif, ce degré peut agir comme un révélateur, puisqu'il va nous tendre un miroir à double face. D'un côté, celui de l'apprentissage sincère, et de l'autre, celui de la posture vide. Et dans le monde actuel, qui est saturé d'images, de récits recyclés, de figures d'autorité douteuses, ce miroir-là, il fait mal.
Parce que ce que nous voyons, ce sont des chefs de tribu modernes. Des présidents, des experts autoproclamés, des influenceurs, des leaders d'opinion, tous affublés de lunettes symboliques qui donnent l'illusion du savoir, de la compétence, de la hauteur de vue. Mais en fait, à regarder de plus près, il manque souvent les verres. Le regard est flou, les repères vacillent, et la simulation remplace la vision. Donc on peut nous parler de liberté pendant qu'on resserre les lois, nous parler de sécurité alors qu'on nourrit les peurs. On va prôner la vérité, mais seuls les récits autorisés ont le droit d'exister. Et c'est là que ce degré devient explosif, car la lunaison entière, déjà très marquée par la tension entre Jupiter et Saturne, par les carrés à Neptune et par Uranus au carré de Mars, ont poussé cette question à l'extrême. Combien de temps peut-on encore faire semblant? Combien de temps peut-on encore jouer au sage sans être traversé par la sagesse? Combien de temps peut-on singer la démocratie, la justice, la parole libre, sans que le simulacre ne s'effondre? Donc ce degré vient frapper là où ça fait mal, sur le besoin de vérité. Pas la vérité affichée, pas celle des discours bien peignés. La vérité qui naît du vécu, de l'expérience, de l'intégrité. Donc il nous dit qu'on ne peut plus se contenter de lunettes sans verre, qu'on peut plus se contenter de ressembler à un peuple libre, qu'on peut plus se contenter de répéter des idées éveillées comme des perroquets bien dressés, pendant que nos gestes, nos choix, notre confort complice soutiennent exactement ce qu'on prétend dénoncer. La crise actuelle, elle est aussi là, dans cette fracture entre ce qu'on montre et ce qu'on est, entre l'image qu'on donne et la conscience qu'on incarne. Et dans ce contexte, la pleine lune va agir comme une loupe. Elle va éclairer ce qui coince, et forcément, elle va grossir ce qui sonne faux. Elle va montrer les lunettes et nous interroger. Qu'est-ce qu'on veut vraiment voir? Alors oui, individuellement, cela va nous confronter à une sorte de paradoxe intime, celui du mimétisme comme outil d'éveil, ou pour éviter l'inconfort d'un vrai face-à-face avec soi. Car oui, nous avons tous porté un jour les lunettes d'un autre. Nous sommes tous passés par cette phase où l'on cherche des modèles, des figures tutélaires, des maîtres à penser, parfois pour apprendre, parfois juste pour exister à travers eux. Et bien sûr, il n'y a rien de mal à ça, tant que cela reste un passage, une rampe de lancement. Mais lorsque l'identification devient permanente, alors là, on se fige, on répète, on simule, on fait comme si. Donc c'est là que la ligne est fine entre l'apprentissage sincère et la posture vide, entre un « je m'inspire » vivant et un « je me copie » creux, entre le désir d'évoluer et la peur d'avoir à inventer son propre chemin. Donc ce degré nous rappelle une chose essentielle, c'est qu'à trop vouloir paraître éveillé, on peut passer à côté du vrai travail. Qu'à trop chercher à ressembler à ce qu'on admire, on risque d'oublier d'incarner ce qu'on est. Et si cette pleine lune en Sagittaire vient amplifier nos quêtes de sens, nos élans de vérité, elle nous invite aussi à un pas de recul salutaire. Est-ce que je suis encore en train d'apprendre ou déjà en train de simuler? Ou est-ce que je porte mes lunettes pour mieux voir ou pour avoir l'air d'eux? Car au fond, tout ce cycle entre cette nouvelle lune en Gémeaux et cette pleine lune ne parle que de ça. Comment retrouver une parole claire, autonome, non mimétique et alignée à ce que l'on vit réellement? Et c'est à partir de là seulement qu'on va pouvoir plonger dans la suite. Dans les tensions explosives, les vérités qui dérangent, les effondrements féconds et les éclairs lucides qui les traversent. Alors qu'est-ce que ça donne une pleine lune en Sagittaire? Eh bien déjà une tension maximale entre la quête de sens et l'excès de certitude, car c'est un signe de feu mutable et qui se trouve sous la maîtrise de Jupiter. Donc il voit loin, il vise haut, il veut comprendre le monde, pas juste l'observer. Lui, il veut l'englober dans une vision cohérente. Donc comme une carte, une boussole, une grande direction, un cap clair. Quand la Lune transite ce signe, elle vient éclairer nos idéaux, nos croyances, nos aspirations à une forme supérieure de vérité. Mais bon, une pleine Lune, c'est toujours une mise en lumière, et parfois crue. Et le Sagittaire, dans son versant lumineux, c'est l'élan vers l'ailleurs, la foi, la générosité, la curiosité, l'ouverture d'esprit, la philosophie, les voyages, la transcendance. C'est un peu à l'image du professeur bienveillant, du mentor, du passeur, celui qui ouvre une porte sur l'immensité. Donc il y a là-dedans la quête de sens incarné, le besoin de comprendre pour grandir. Mais comme tout signe, il a son versant sombre.
Et là, il faut le regarder bien en face, celui-là. Le Sagittaire, c'est aussi l'arrogance, le dogmatisme, le prosélytisme. C'est celui qui croit mieux savoir que tout le monde ce qui est bon pour nous. C'est le moraliste un peu puant qui assène ses vérités comme des lois universelles sans nuance ni écoute. Donc c'est la foi qui devient loi, la loi qui devient intolérance. C'est un peu comme le gourou qui impose, le colon qui éduque ou le pouvoir qui prêche. Donc sur le plan collectif, ce signe parle aussi de tout ce qui dépasse les frontières. Les migrations, les échanges interculturels, les croyances religieuses, le droit international, l'idée même d'un monde sans frontières. Donc en soi, tout ça est très noble. Mais combien de fois l'histoire nous a-t-elle montré que cette ouverture pouvait être dévoyée? Car derrière l'idée d'universalité, se cache parfois un vieux rêve de domination. On dit vouloir découvrir l'autre, mais en vérité, on veut le convertir, on veut l'exploiter, l'absorber, le reformater, en gros lui coller des lunettes sans verre. Et c'est précisément là que cette pleine lune nous parle. Car ce que le Sagittaire doit apprendre, c'est que sa mission n'est pas d'imposer une vision, c'est d'inspirer une exploration. Un véritable maître, ce n'est pas celui qu'on suit aveuglément, c'est celui qui se réjouit que l'élève prenne une autre route, celui qui donne les clés et puis qui s'efface. Un Sagittaire bien intégré, c'est celui qui partage une foi sans chercher à la faire avaler. Et ça nous concerne tous. Parce qu'en chacun de nous, il y a un petit Sagittaire intérieur, ce coin de l'âme qui veut croire, qui veut comprendre, qui veut enseigner. Mais parfois, ce coin-là, il s'emballe, il devient aveugle, et il transforme l'idéal en dogme, le savoir en autorité, la quête en croisade. Alors, dans un monde saturé d'opinions tranchées, de guerres de clans, de vérités prêtes à penser, cette distorsion-là, elle devient explosive. Le Sagittaire désaxé, c'est celui qui parle fort mais qui n'écoute jamais, qui prêche la liberté tout en l'encadrant sévèrement, celui qui prétend élever les consciences tout en méprisant ceux qui ne pensent pas comme lui, ou qui joue au prophète éclairé tout en restant enfermé dans sa tour d'ivoire. Un Sagittaire mal aspecté, c'est aussi la tentation de la moralité qui écrase, des idéaux qu'on brandit comme des armes. C'est la pensée unique déguisée en sagesse et en pureté universelle. Donc c'est le politique qui parle de progrès, de liberté, pendant qu'il verrouille le système et multiplie les restrictions. Alors cette pleine lune, elle vient nous chercher là-dessus. Elle vient mettre en lumière la distance entre le sens qu'on prétend porter et celui qu'on incarne vraiment. Donc elle va nous demander si notre idéal, il est vivant. Est-ce qu'il nous élève ou est-ce qu'il nous enferme? Et surtout, est-ce que nous laissons les autres penser différemment? Ou est-ce que nous croyons que notre vision est la seule valable? Le Sagittaire, quand il est bien vécu, il ne donne pas de réponse. Il ouvre un chemin. Donc il n'impose pas une croyance, il nous invite à explorer. Donc il ne doit pas non plus nous dicter la loi, mais seulement nous montrer comment chercher la nôtre. Et dans cette société malade à crever, tout le monde a un avis sur tout, où les certitudes hurlent plus fort que le doute, ce rappel-là, il est salutaire. Alors déjà, si cette pleine lune éclairait en nous, non pas la vérité, mais surtout notre rapport à la vérité, ce serait déjà énorme. Alors à présent, il est temps de voir ce que cette carte du ciel peut nous proposer, tant en défi qu'en opportunité, car Jupiter, le maître de cette lunaison, vient tout juste de changer de signe, et ici, il va se trouver dans son exaltation en Cancer. Mais il est aussi au carré de Saturne et de Neptune, ce qui là encore va nous demander un travail conscient, et surtout pas un enjambement de forceur. Alors, entrons ici dans le cœur battant de cette carte du ciel, en plaçant tout d'abord la Lune en Sagittaire face au Soleil en Gémeaux. L'apogée de cette lunaison vient mettre en lumière ce qui, depuis la nouvelle lune du 27 mai, cherche à se dire, à se formuler, à se penser. On est ici dans un axe mental, symboliquement lié à la connaissance, à l'intelligence, mais aussi à la parole. Donc l'opposition entre ces deux signes est celle du fragment et de la totalité, du savoir dispersé et de la vision d'ensemble. Comme vous le savez, le Soleil en Gémeaux collecte, trie, connecte, parfois papillonne. Et la Lune en Sagittaire, comme on l'a vu, veut du sens, une direction, une grande histoire à laquelle se raccrocher. Donc c'est une tension entre la proximité et la distance, entre la pensée immédiate et la sagesse plus vaste.
donc entre la parole du quotidien et celle qui prétend à la vérité. Mais bon, ici, la dynamique, elle ne se résume pas à une simple quête de clarté mentale. Ce qui se joue va bien plus loin. Ce sont nos récits fondateurs qui sont sur la sellette, nos croyances collectives, notre manière de faire société, d'appartenir et de nous orienter dans un monde devenu presque illisible. Mais ce qui donne à cette pleine lune une telle intensité, mais c'est surtout la manière dont elle s'adosse à l'entrée tout juste amorcée de Jupiter en Cancer, son maître. Un Jupiter qui, rappelons-le, vient de passer la frontière entre son exil dans le signe des Gémeaux à son exaltation en Cancer. Et ce renversement de dignité, il n'est pas sans effet, au contraire. C'est un passage de seuil aussi subtil que volcanique, comme une mue symbolique qui mérite qu'on s'y attarde. Donc cela fait environ 1 an que Jupiter transite le signe des Gémeaux, qui est le royaume de la dispersion, de l'information rapide, des données empilées sans hiérarchie, là où Jupiter il cherche la cohérence, le sens global, la synthèse. Donc durant tout ce transit, notre rapport à la vérité a été atomisé, éclaté en une multitude d'opinions, de discours, de slogans, souvent contradictoires et rarement profonds. Donc Jupiter en Gémeaux, il n'en pouvait plus d'argumenter, de faire le grand écart entre 1000 récits et entre l'envie de comprendre et le bruit permanent. Alors le voilà maintenant en Cancer, exalté, mais attention parce qu'exalté, ça ne veut pas dire maîtrise. Au contraire, ça veut dire intensité, amplification et donc effet loupe. Et Jupiter, c'est déjà une planète d'expansion, de débordement, de croyance, de foi. Alors quand il passe d'un état d'exil intellectuel à une exaltation émotionnelle, le risque est évident. Celui de passer de l'hypo à l'hyper sans trouver le point d'équilibre. Dans ce signe, Jupiter, c'est le protecteur, le gardien du foyer, le grand-père nourricier, la mémoire transgénérationnelle, la tribu qui serre les dents autour du feu. Alors bien sûr, ça peut être magnifique dans sa version haute. Cela peut nous reconnecter à nos racines, à notre capacité à prendre soin, à la tendresse des appartenances choisies. Mais c'est aussi dans sa version basse, le repli sur le clan, la surprotection, l'ultramaternage, le nationalisme sentimental et le refus de toute altérité. Parce que le Cancer, ça rime aussi avec la fermeture, la peur du dehors, le culte du chez-soi, l'enfermement dans le passé et la nostalgie. Et puisque Jupiter, quand il en fait trop, il peut devenir un géant paternaliste, un ogre bienveillant mais ultra envahissant, du genre qui pense savoir ce qui est bon pour nous et qui en même temps nous impose sa vérité au nom de l'amour, de la protection. Donc sur le plan collectif, on peut s'attendre à un renforcement spectaculaire des discours identitaires sur la patrie, la nation, la culture, la religion, l'histoire glorieuse ou fantasmée, la protection de la cellule familiale, le retour aux traditions. Donc des discours qui peuvent être très très droitiers, voire droitiers durs. Et forcément, tous les grands récits émotionnels de la tribu sont appelés à ressurgir, et souvent dans un registre victimisant, ou en tout cas profondément régressif. Alors en étant troublé, instable, cela peut séduire, rassurer, mais c'est aussi un piège, car quand Jupiter en Cancer est mal intégré, il peut surjouer le rôle du sauveur, de l'ancien monde bienveillant, mais qui finit trop souvent par imposer une norme étouffante. Donc c'est ainsi qu'il peut se revendiquer le garant d'un passé qu'il ne faut plus questionner, d'un héritage qu'on doit recevoir sans broncher. Donc là forcément il va figer la mémoire, fabriquer de l'identité comme on emballe une momie, et derrière la notion du care affiché, se niche aussi une volonté de contrôle. Donc au niveau individuel, le risque est tout aussi palpable. Nous pouvons tous être plus ou moins tentés de revenir à nos bases, à nos racines, à nos repères affectifs, donc revoir les anciens, se réfugier chez soi, vouloir ralentir, sécuriser, retrouver les siens. Et dans un premier temps, cela peut être salutaire, on a tous besoin de points d'ancrage, surtout dans le climat actuel, mais attention à ce que cette envie de protection ne vire pas à l'étouffement, au repli, à la peur du changement, parce que Jupiter en Cancer peut nous pousser à surréagir émotionnellement, à materner à outrance, et surtout à infantiliser ce qu'on aime. Ou alors pire, c'est-à-dire rester prisonnier d'un passé non digéré ou d'un héritage qu'on répète sans l'interroger. Donc ce transit, c'est une invitation à revisiter notre rapport aux soins, à la famille,
à l'appartenance, mais sans perdre de vue notre autonomie. Et en plus, tout cela, Jupiter le vit dès son entrée dans le signe, sans sas de décompression, puisqu'il se heurte immédiatement au carré tendu à Saturne et Neptune en Bélier. Donc on est bien ici dans un choc frontal entre deux dynamiques qui n'ont absolument rien en commun. Le Cancer qui veut protéger, revenir au cocon, qui est pas très autonome, plutôt dépendant et qui s'enroule dans le passé. Et le Bélier, lui, qui est très individualiste, qui veut trancher, aller de l'avant et brûler ce qui freine. Donc entre les deux, c'est Jupiter qui peut vaciller. Parce qu'il veut bien croire, mais quoi? Il veut bien guider, mais vers où? Il veut bien transmettre, mais quelle histoire raconter quand toutes les anciennes versions sont en train de se dissoudre avec Saturne et Neptune? Et surtout quand Saturne lui dit sois concret, construis, tiens la barre, et que Neptune lui dit abandonne, lâche prise, rêve un monde. Alors Jupiter, lui, il tangue entre les deux. Donc ce carré, c'est le carrefour de notre temps, puisqu'il nous dit que nous ne pouvons plus croire aveuglément, ni fuir dans le fantasme d'un retour à l'ordre ancien. Il dit que le sens n'est plus donné, il doit être conquis, mais pas au détriment de notre humanité, pas en effaçant les autres. Il faut une foi ancrée, une espérance mature, une identité souple. Et ça, c'est pas donné, ni individuellement, ni collectivement. C'est un vrai travail de conscience, de discernement et de maîtrise émotionnelle. Parce que Jupiter en Cancer, s'il n'apprend pas à se maîtriser, il peut devenir un véritable tyran affectif. Il peut pleurnicher à la moindre contrariété, bouder quand il ne se sent pas compris, surprotéger jusqu'à l'étouffement, défendre par réflexe sans jamais remettre en question ce qu'il défend vraiment. Donc il peut penser très légitimement aimer, mais en fait il ne fait que retenir. Il pense protéger, mais en même temps il l'empêche de grandir. Donc c'est l'image de l'enfant blessé qui, n'ayant jamais guéri, veut reconstruire le monde à son image. Un monde en peluche, chaud, rassurant, immobile. Un monde où rien ne dépasse, où l'autre ne vient jamais remettre en cause son fragile équilibre intérieur. Mais ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui, ce ne sont pas d'enfants apeurés, déguisés en adultes, mais bien d'adultes lucides, enracinés, capables d'aimer sans enfermer, de transmettre sans dicter, de croire sans imposer. Et en fait, rien qu'en disant cela, on mesure l'ampleur du chemin encore à parcourir. Parce que notre société, nos États, nos institutions et même nos liens les plus intimes fonctionnent encore trop souvent sur le mode du chantage affectif, de la dépendance émotionnelle, du je t'aime donc tu te tais, ou du je te protège donc tu me dois tout. Nous avons pris l'habitude toxique, insidieuse, de nous laisser porter par des systèmes absurdes qui nous dépossèdent de notre autonomie, tout en prétendant nous aimer. Exactement comme dans une famille dysfonctionnelle où l'amour est conditionnel, où la loyauté prime sur l'intégrité, où l'on continue à jouer un rôle qui ne nous convient plus, par peur d'être seul, ou par peur de déplaire, ou simplement parce qu'on ne sait pas faire autrement. Alors qu'un enfant ne sache pas encore poser ses limites, face à ça, c'est normal. Mais qu'un adulte en soit incapable, c'est une tragédie collective. Et nous y sommes. Parce que ce n'est pas une question psychologique, c'est aussi une question politique. Et en tant que citoyens, nous appartenons à une famille plus large que la cellule biologique, celle de la nation, même si en ce moment ça ne veut plus dire grand-chose. Mais là aussi, il est temps de s'interroger. Quel lien entretenons-nous avec elle? Sommes-nous des adultes capables de discernement ou des enfants soumis à une autorité que nous n'osons pas remettre en cause? En réalité, quelle place voulons-nous occuper dans ce collectif? Quel rôle souhaitons-nous incarner? Passif, réactif ou créateur? Donc ce questionnement, il n'est pas facultatif. Parce que le transit de Pluton en Verseau pour près de 20 ans, il nous oblige à élargir notre regard. Il impose, que nous le voulions ou non, un nouveau rapport au collectif, à la communauté humaine, à la solidarité véritable, celle qui ne repose plus sur l'origine, la culture, la langue, l'histoire, mais sur un engagement lucide, volontaire et mature vis-à-vis du bien commun. Alors si nous persistons à rester enfermés dans nos petits espaces mentaux, nos habitudes communautaires, nos certitudes émotionnelles, je vous le dis tout de suite, on ne tiendra pas et on sera balayé. Parce que trop de secousses sont en approche.
Trop de mutations, de bouleversements systémiques, de décalages irréversibles entre ce que nous connaissons et ce qui vient. Donc il ne s'agit pas de devenir tous des figures héroïques du changement, mais au moins d'oser sortir du berceau, de cesser d'attendre que le système ou les anciens prennent les décisions à notre place. En fait, il est temps de cesser de confondre sécurité et servitude. Et il y a un point clé qu'on aurait tort de négliger ici. Les 2 maîtres de cette pleine lune, Mercure et Jupiter, sont non seulement réunis en Cancer, mais en conjonction étroite. Donc autrement dit, l'axe mental de la lunaison est ici absorbé, digéré, métabolisé par un signe lunaire et émotionnel. Donc le discours devient affect, le sens devient lien. Et comme le Cancer est le domicile de la Lune, c'est elle qui symboliquement l'emporte, puisqu'elle abrite les 2 maîtres, donc elle donne le ton. Et donc elle tire la couverture du côté de l'émotion. Mais voilà que cette conjonction, si enveloppée soit-elle, elle forme ici un quinconce à Pluton rétrograde en Verseau. Et avec cet aspect, tout peut s'enrayer subtilement. Parce que le quinconce, on le sait, c'est pas un aspect de crise spectaculaire, c'est un frottement de fond, un décalage structurel qui s'infiltre là où on pensait être à l'abri. Donc ici, c'est l'idéalisme affectif qui s'ajuste à marche forcée à une force souterraine, critique, lucide et dépersonnalisante. Pluton, en rétrogradation, il agit en sous-marin, qui fouille, il dénude, il déprogramme. Et forcément, en Verseau, il ne s'attaque pas aux émotions, il s'attaque au système, aux structures collectives, aux modèles sociaux, aux intelligences artificielles du lien. Donc il ne vient pas nous toucher là où ça pleure, mais là où ça pense. Ou plutôt, là où ça se croit libre de penser. Et ce quinconce, il peut produire un effet très particulier. Le doute larvé en ce que l'on croyait acquis. Donc comme un malaise diffus face à nos croyances éducatives, familiales, sociales, donc une peur de penser autrement, et sans toujours savoir pourquoi. Parce que Pluton, il crie pas, il déconstruit. Il n'attaque pas de front, il dissout de l'intérieur. Donc il va rendre obsolètes nos logiciels mentaux les plus affectifs, mettre en lumière ce qui, dans notre manière de dire nous, est devenu toxique, excluant, normatif. Et forcément, face à cela, Mercure et Jupiter en Cancer peuvent se cabrer, vouloir protéger la tradition, défendre l'attachement, brandir le souvenir comme un étendard. Mais c'est justement cela que Pluton pousse à revisiter. Donc à travers cet aspect, le langage du soin, de la famille, de la protection émotionnelle entre en tension avec une exigence de vérité impersonnelle et de lucidité sur les rouages collectifs. Et si nous ne faisons pas l'effort de traduire l'un dans le langage de l'autre, nous risquons de réagir par crispation, par défense identitaire ou par retrait nostalgique, là où il faudrait s'ouvrir à des formes de liens plus larges, plus matures et surtout plus horizontales. Donc cet aspect, c'est une initiation discrète mais puissante, puisqu'il ne demande pas qu'on rejette nos appartenances, mais qu'on les regarde en face, qu'on en décortique les implicites, qu'on en mesure les angles morts, et surtout qu'on arrête de croire que l'amour suffit pour légitimer n'importe quelle forme de pouvoir. Parce que Pluton rétrograde en Verseau, il veut du vrai, du brut et du collectif libre. Alors tant que nos discours affectifs ne s'alignent pas sur cette exigence, ils continueront de produire sans le vouloir de la dépendance. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également une ligne de faille qui se tend sous la surface, puisqu'il y a ce carré entre Vénus en Taureau et Pluton. Donc un aspect qui ne parle pas qu'au cœur. Ici, il parle au portefeuille, au ventre noué, aux angoisses très concrètes. Vénus est à domicile en Taureau, donc elle y est bien. Et dans ce signe, c'est ce à quoi on tient, ce qui nous stabilise, nous réconforte, nous rassure. L'amour, oui, mais aussi le frigo plein, le toit au-dessus de la tête, la douceur des habitudes, le goût du connu. Et Pluton, lui, vient tout ébranler, puisqu'il exige qu'on regarde en face ce qui ne tient plus, même si ça nous sécurisait. Lui, il veut du vrai, pas du confort sous perfusion. Alors forcément, quand ces deux-là sont en carré, ça craque. Et nous le voyons. Le système économique mondial craque, les individus craquent, les structures de pouvoir tremblent, mais les gens aussi, en bas, au milieu, partout. Parce qu'on ne vit pas une réforme, on vit un arrachement. Donc on parle de Vénus ici,
qui est la déesse des valeurs. Et quand elle est touchée par Pluton, c'est pas une petite crise de jalousie ou un coup de grisou amoureux. C'est un tremblement de terre dans notre rapport à ce qui compte. Et en taureau, ça veut dire l'argent, la propriété et la survie. Donc ce carré, c'est pas qu'une question affective. C'est l'économie qui serre les dents, les hausses de prix qui s'empilent, les discours politiques qui veulent nous vendre la rigueur au nom du bien commun, le sacrifice repeint en vertu, mais dans la réalité, ça pique et ça ne passe plus. Donc Pluton, même rétrograde, ne fait pas dans la dentelle. Ici, il va exposer les failles, il va dénuder les mensonges, il va forcer à choisir entre l'illusion d'un confort figé et la douleur nécessaire d'un changement réel. Et Vénus, dans ce combat, elle n'a pas dit son dernier mot. Elle va résister, s'arc-bouter, tenter de garder ce qui était là avant. Mais elle peut aussi se métamorphoser, créer de nouveaux modèles, revoir ses attachements, réinventer la valeur, mais forcément à partir de l'intérieur. Donc ce carré, c'est un test. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour rester vivant? Et qu'est-ce qu'on refuse encore de voir s'effondrer alors que tout en nous sait que c'est déjà fini? D'ailleurs, le sesqui carré avec la pleine lune, comme le semi-carré au soleil avec Vénus, ajoute à la dissonance du climat général. Vous voyez bien qu'il y a un malaise qui s'installe, une forme de tension entre le désir de sécurité et le besoin d'ouverture, de clarté, de direction. Alors forcément, tout ceci peut générer pas mal de frustration dans notre besoin de concilier les deux. Comment comprendre le monde sans perdre de son confort, élargir ses horizons sans rompre ses routines, ou aimer sans se perdre? Eh bien, la réponse est dans le choix, parce que cette phase nous montre à quel point il est impossible de continuer à avancer sans renoncer à certaines choses. Il va falloir faire preuve de courage, d'audace et de renouveau total. Et c'est ça qui demande à sortir de l'infantilisation, de la dépendance et du repli sur soi comme de son passé. Le renouveau, il vient toujours d'une perte, d'une mort, réelle ou symbolique. Donc le taureau doit apprendre ça. Il ne peut pas simplement accumuler les couches en espérant pouvoir capitaliser. La vie ne fonctionne pas comme ça. Alors forcément, il en va de nous à faire le tri entre ce qui compte vraiment et ce qui ne l'est plus, pour opter en conscience à ce qu'on lâche définitivement pour obtenir mieux. Parce que si on ne fait pas le vide, en soi comme au dehors, que tout est déjà plein à craquer, mais comment serait-il possible que d'autres choses arrivent? C'est une loi mathématique relativement rationnelle. Alors à ce climat déjà fortement tendu, s'ajoute un autre carré, celui entre Mars en Lion et Uranus en Taureau. Donc vous voyez bien que la colère ici, elle ne peut que monter. Et cette fois, elle ne demande pas la permission. Puisque Mars en Lion, ça peut être l'orgueil blessé, le besoin de s'affirmer, de reprendre la main. Donc lui, il veut agir, trancher, décider, mais Uranus en Taureau, lui, c'est la résistance du réel. Donc la matière, les biens, l'économie, les valeurs qu'on pensait stables. Donc forcément, quand ces deux planètes se percutent par carré, c'est pas symbolique, c'est concret, c'est nerveux, c'est physique. Donc cet aspect ici, c'est l'électrochoc, le point de rupture. Il va marquer ce moment précis où on ne supporte plus les compromis forcés, les humiliations rentrées, les renoncements déguisés en maturité. Donc tout ce qui a été tu, lissé, anesthésié, peut revenir ici avec la rage de vivre. Et bien sûr que ça peut être violent. Alors individuellement, c'est le corps qui peut parler. Les crises, des tensions, des insomnies, des impulsions qu'on ne contrôle plus. L'envie de dire stop, de casser une routine, de faire un virage radical. Et puis collectivement, c'est pareil. Le ras-le-bol gagne du terrain. Donc ici, le système craque. Les gens veulent plus payer pour un monde qui ne tient plus debout. Et c'est normal. Les hausses de prix, les sacrifices imposés au nom d'un avenir meilleur qui ne vient jamais, tout ça commence à ressembler à une arnaque à ciel ouvert. Et Mars en Lion, il supporte pas ça. Il veut reprendre sa souveraineté. Et Uranus en Taureau, il lui dit que le changement est inévitable. Alors oui, ce changement il fait mal parce qu'il touche à ce à quoi on tient, à notre confort, nos ressources, nos sécurités de base. Donc c'est un bras de fer entre le besoin de stabilité et la nécessité de rupture. Et ce carré, c'est une épreuve. Mais c'est aussi une possibilité.
La possibilité d'agir autrement, de sortir de l'attentisme, de refuser d'être dépossédé. Pas dans le chaos pour le chaos, mais parce qu'on n'en peut plus d'attendre que ça change sans nous. Et la seule vraie question posée par cet aspect, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à secouer maintenant pour retrouver notre vitalité? Parce que l'ancien monde ne rendra pas les clés gentiment. Et que rester sage, poli, obéissant, c'est la garantie de rester sous perfusion. D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est que l'axe nodal Poisson Vierge forme un carré au luminaire. Et ici, ce n'est pas un détail, c'est une croisée des chemins karmiques. Une tension entre ce que nous devons comprendre, ici et maintenant, et ce que nous sommes appelés à dépasser collectivement dans ce cycle. Alors oui, la lune en Sagittaire, elle cherche du sens, une vision, une direction claire. Le soleil en Gémeaux, lui, il veut tout analyser, tout décortiquer, tout dire. Mais les nœuds, eux, ils ne se contentent pas d'un débat d'idées. Ils exigent une mutation intérieure. Le nœud nord en Poisson, il nous appelle à lâcher prise, à faire confiance, à imaginer autrement. Donc forcément, il nous pousse à sortir de l'analyse sèche, du contrôle mental, des routines sécurisantes de la Vierge. On doit plonger dans une foi active, un lien intuitif, une vision plus vaste, plus englobante, plus poétique aussi. Mais ce carré au luminaire, en fait, il dit une chose simple. On résiste, on rame, on se débat dans nos contradictions. On veut du sens, mais sans perdre nos certitudes. On cherche à comprendre. En fait, on refuse d'abandonner nos anciens modes de pensée. On aspire à du neuf, mais on veut rien lâcher du vieux. Donc c'est comme vouloir guérir sans changer de mode de vie, ou aimer sans jamais s'exposer. Donc vous voyez bien que ce carré, c'est une crise d'orientation. On a un moment de bascule. Alors non, c'est pas confortable, mais c'est essentiel, parce qu'on est sommé de choisir. Soit continuer à être performant, rationnel, organisé, efficient, mais en tournant à vide, déconnecté du cœur, ou soit on ose l'intuition, l'écoute, la fragilité même, la belle vulnérabilité, au risque de perdre en contrôle, en maîtrise et en lisibilité. Et forcément dans une société qui ne valorise que les tableaux Excel, la rentabilité, l'évidence logique. Choisir les poissons, c'est un acte de courage. C'est refuser d'avoir toujours raison pour tenter d'être juste. C'est arrêter de chercher des solutions pour commencer à entendre des questions. Alors oui, ce carré il dérange, parce qu'il vient mettre notre rationalité en procès. Parce qu'il nous pousse à reconnaître que parfois c'est l'âme qui sait mieux que le cerveau. Et ça, pour une société malade de sa tête, c'est un choc. Alors si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette pleine lune, eh bien nous obtenons ici le 17, soit l'étoile, et par soustraction, la justice. Comment on peut interpréter tout cela dans le contexte? Parce que oui, l'étoile, c'est la mise à nu, le dépouillement, la foi en quelque chose qui nous dépasse. Mais pour ce faire, cette femme, elle a dû faire un choix. Elle a laissé tomber les habits, les armures, les illusions. Donc elle n'a plus besoin de briller artificiellement puisqu'elle a décidé de s'aligner à ce qu'elle est. Et forcément, ce dépouillement, c'est pas une perte. C'est une libération ici. Ou du moins un premier pas. En réalité, elle n'est plus dans l'accumulation ni dans le contrôle. Encore moins dans la peur de manquer. Puisqu'elle nous dit simplement « allège-toi ». Tu n'as pas besoin de tout ça. Pas besoin de ces croyances éteintes, de ces liens qui t'éteignent, de ces discours qui tournent à vide. Donc elle nous murmure un retour au sens simple. L'authenticité, la fluidité et l'accord intérieur. La justice, quant à elle, c'est la ligne droite. C'est l'épée, le discernement froid, rationnel. Ici, elle tranche. Elle sépare ce qui est juste de ce qui ne l'est plus. Alors forcément, dans ce contexte de pleine lune, elle nous rappelle une chose cruciale. On ne pourra pas faire l'économie d'un choix. On ne pourra pas rester entre deux, en suspension, en espérant que tout se règle sans frottement. En réalité, cette lame nous dit de regarder en face la justice des hommes. Celle qui est viciée, vendue, asymétrique, qui prétend protéger mais qui maintient l'ordre établi. Celle qui parle d'égalité mais qui s'applique à préserver les privilèges. Celle qui, sous couvert de bien commun, demande des sacrifices toujours aux mêmes, encore et toujours. Et face à ça, l'invitation est claire. Retrouver une justice intérieure. Celle qui ne se mesure pas en loi, mais en justesse. Celle qui nous pousse à dire non, à dire stop, à faire le tri.
Alors oui, le carré des nœuds, le carré de Vénus à Pluton, celui de Mars à Uranus, tout nous pousse à cela. Choisir, quitter, lâcher et agir. Et pas seulement dans les grands idéaux, mais dans nos vies concrètes, dans nos relations, nos engagements, nos dépenses, nos appartenances. Parce que cette phase, aussi inconfortable soit-elle, ne doit pas être vécue de façon punitive. Ça, ce serait tomber dans les pièges de cette liaison. Elle doit être avant tout transformatrice. Et là, c'est là que nous pouvons reprendre la main dessus et ne plus la subir. Donc ici, tout nous pousse à nous montrer que si nous voulons un monde différent, il faudra cesser de nous lever comme dans un vieux pull trop grand. Il faudra accepter de grandir, de décider et de faire preuve de courage émotionnel. C'est-à-dire dire au revoir à ce qui vibre plus, même si ça rassurait. Et c'est là, au croisement entre l'émotion et la lucidité, entre le lien et le choix, que tout se joue. Non pas en cherchant la perfection, mais en osant un pas, même un seul. Celui qui nous remet droit dans notre axe, même bancal, même fragile, mais vivant. Parce qu'en réalité, c'est pas la douleur qui nous perdra, c'est la peur de changer. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse d'un ciel tendu, oui, mais qui nous pousse avant tout à nous réveiller, à sortir du confort anesthésiant, à oser la présence, même quand ça se coupe. Parce que si on est là maintenant, c'est qu'on est prêt. Pas pour fuir, pas pour subir, mais pour agir. Donc cette pleine lune, c'est un appel à la confiance, celle qui permet de rester debout quand tout tangue. Et si ça bouge, tant mieux, parce que ça veut dire que ça vit. Et là où il y a de la vie, il y a forcément du possible. Alors si ces mots vous ont parlé, écoutez, comme vous le savez, n'hésitez pas à les faire circuler. Un like, un partage, un abonnement. Vous savez que ça donne de la force à ce travail et puis ça permet de gagner en visibilité, ce qui est de plus en plus difficile avec l'algorithme YouTube. Alors d'avance, merci. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune révélatrice et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.